Comme on l'a vu, la première partie du Moyen Âge n'a pas été facile. Donc, cette période du temps des invasions, donc ce haut Moyen Âge entre les 5e et 10e siècle, a été particulièrement éprouvant pour l'Occident et que ce que je vous avais expliqué, c'est que de tous ces bouleversements s'était mis en place une nouvelle structure, donc c'est la société féodale, une nouvelle façon d'organiser les relations économiques, sociales, voire même la structure politique avait été changée par ça. Quand on arrive dans la deuxième portion du Moyen Âge, à partir de l'an 1000, il y a vraiment une période de renouveau. On dirait que l'Occident recommence à souffler un peu. Les invasions sont terminées. La structure féodale fait en sorte que les gens sont un peu plus sûrs, un peu plus rassurés, un peu mieux protégés, et que ça permet à l'Occident de souffler et de connaître une période vraiment de renouveau très important. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'on va étudier en profondeur justement ce renouveau-là et principalement un renouveau sur le plan économique. Il y aura une véritable révolution qui va se dérouler sur le plan de l'agriculture et ça va bouleverser en profondeur le monde occidental et ça va amener justement des impacts évidemment non seulement sur le plan économique, démographique et ainsi de suite, mais ça va amener des impacts vraiment importants sur le plan social et c'est là qu'on va faire apparaître par exemple un nouveau groupe social, ce sera les bourgeois, la bourgeoisie. Mais d'abord, avant toute chose, il faut voir justement cette révolution qui se produit sur le plan agricole. Une révolution vraiment importante qui va relancer sur le plan économique l'Occident, donc autour de l'an 1000. Qu'est-ce qui se produit? Ben, c'est qu'on commence à utiliser d'abord, ces changements, c'est l'utilisation de nouvelles sources d'énergie. Notamment, par exemple, l'utilisation de la force de l'eau pour faire tourner des grandes roues, pour faire fonctionner des moulins. Donc, la façon de moudre le grain sera plus efficace. Donc, l'utilisation de la force de l'eau ou encore l'utilisation de la force du vent pour faire fonctionner des moulins. Et ces moulins, justement, ben, c'est l'idée, c'est de faire actionner, c'est de faire fonctionner justement des espèces de grosses pierres comme ça, qui vont justement écraser les grains et la production de grains sera beaucoup plus facilisée. Donc, l'utilisation de la force de l'eau, l'utilisation de la force du vent, mais particulièrement aussi une nouvelle façon d'utiliser la force animale. L'image que vous voyez ici, c'est celle visiblement d'un Égyptien en train de cultiver durant l'Antiquité. Et l'on remarque que derrière l'animal, ben, on tire un espèce d'appareil qu'on appelle un araire qui permettait justement qui permettait de creuser le sol. Et là, après ça, ben, on pouvait justement semer le grain. On s'aperçoit, si on regarde d'autres illustrations du Moyen Âge, du Haut Moyen Âge, ben, là, on s'aperçoit qu'essentiellement, des agriculteurs occidentaux utilisaient passablement le même appareil, ce même araire qui travaillait le sol. Donc, un animal qui tire justement cet appareil-là qui creuse le sol. Des gens aujourd'hui ont essayé de refaire la même chose, donc on voit très bien le type d'outils particulièrement rudimentaires. Alors, ce qui va changer, une véritable, comme je disais, révolution qui se produit sur le plan agricole, c'est que là, d'abord, on va commencer à mieux utiliser la force de l'animal, notamment par l'introduction du collier d'épaule. Donc, plutôt que d'avoir une corde qui était attachée au cou de l'animal pour pouvoir justement tirer l'arrière, tirer cet outil qui creusait le sol, bien maintenant, on va avoir un collier qu'on va passer autour du cou de l'animal, mais ce collier va utiliser davantage la force des épaules de l'animal. Et ce collier, bien, ça va permettre que ce soit un bœuf, que ce soit un cheval, de tirer des charges 4 à 5 fois plus lourdes. Alors ça, c'est vraiment un événement qui est majeur et au fur et à mesure que ça se répand, comme je vous dis, autour de l'an 1000, un peu partout en Occident, la façon de travailler le sol va vraiment changer. Et ça va permettre l'introduction d'un nouveau truc aussi. Donc, au lieu d'avoir l'arrière qu'on utilisait depuis l'Antiquité, maintenant, on va pouvoir utiliser une charrue. La charrue, justement, va pouvoir avoir, on le voit on le voit, donc, va avoir un coutre qui va ouvrir le sol, un soc en fer qui va pouvoir creuser le sol davantage. Surtout, on va utiliser les roues. Donc, l'appareil sera beaucoup plus stable. Et avec un animal, avec son collier d'épaule qui va être capable de tirer des charges de plus en plus lourdes, bien évidemment, ça va entraîner justement des changements vraiment importants, des changements majeurs.
Donc, l'apparition de la charrue qui remplace l'araire, c'est vraiment formidable. Autre façon qu'on a, autre révolution qui se produit sur le plan de l'agriculture, c'est qu'on va commencer à utiliser une technique qu'on va appeler l'assolement triennal, c'est-à-dire qu'on va varier les cultures, on ne plantera pas toujours la même culture, la même céréale, toujours au même endroit, voire même qu'on va laisser des terres en repos. C'est ce qu'on va appeler la jachère. La jachère, c'est la terre qu'on laisse en repos de façon périodique. Donc, si on le voit bien avec le tableau ici, une terre peut être divisée en trois. Sur une portion de la terre, on va pouvoir planter de l'avoine. Dans une seconde partie, on va semer du blé. Et la troisième partie, on laisse la terre en repos, donc la jachère. Et dans cette terre en repos, on pourra aller y faire paître les animaux qui pourront y laisser du fumier et ça va permettre à la terre de se régénérer. Et à la saison d'agricole suivante, ben là, on va varier. L'endroit qui est en repos, on y plante du blé. L'endroit où il y avait de l'avoine, on le mange à chair. Et l'endroit où il y avait du blé, il y avait de l'avoine. Donc, autrement dit, on ne va pas toujours chercher les mêmes nutriments dans le sol. Donc voilà, c'est ce principe. Donc une rotation sur 3 saisons de culture, rotation des terres. Donc ça permet à la terre de se reposer, de se régénérer, et donc les rendements seront forcément meilleurs. Donc, utilisation des nouvelles sources d'énergie, l'eau et le vent, meilleure utilisation de la force animale avec l'introduction du collier d'épaule, avec l'introduction de la charrue. On prend une nouvelle façon, une nouvelle approche justement dans les semailles. Donc, on laisse le temps à la terre de se reposer. Donc, c'est une véritable révolution qui se produit autour de l'an 1000. Les rendements vont être meilleurs. Donc, on le voit bien ici, c'est une autre forme d'organisation. On voit qu'à l'automne, on fait des semailles à un endroit. Au printemps, on semaille. Entre les deux, on a quoi? Ben, on a la jachère, terre qu'on laisse en repos. Nouvelle façon, nouvelle exploitation, nouvelle approche, que je pourrais dire, une nouvelle philosophie par rapport à l'agriculture. Donc, finalement, le monde va changer de façon vraiment profonde. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ben, c'est que le rendement, justement, va être augmenté, c'est-à-dire qu'on va avoir une plus grande surface cultivée. Autrement dit, entre l'an 1000 et l'an 1300, on augmente de 50% la surface cultivée en Occident. C'est énorme, c'est énorme. Et ça, ben, pour avoir davantage de surface cultivée, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il va falloir couper des arbres. La forêt va commencer à reculer. Et ça veut dire que les liens, les relations, par exemple, économiques entre les différentes régions, vont pouvoir reprendre. Les agglomérations vont se rapprocher, c'est ça que je veux dire. Donc, c'est le recul de la forêt. Et là, ben, ce qu'on n'avait pas fait en 5 siècles durant la première partie du Moyen Âge, ben là, on va pouvoir recommencer à le faire. C'est-à-dire que des échanges entre différentes régions vont pouvoir reprendre. Ça veut dire aussi un peu plus de liberté pour les paysans. Pas énorme, mais quand même un peu plus de liberté pour les paysans. Je veux dire quoi par là? C'est que là, comme il y a davantage de terres qui sont cultivées, ben, d'une certaine manière, un paysan pourrait être attiré par un seigneur pour se voir offrir des conditions un peu meilleures pour aller cultiver des terres d'un seigneur un peu différent. Donc, d'une certaine manière, si on traduit ça en termes sportifs, on pourrait presque parler que les paysans peuvent devenir, d'une certaine façon, un peu agents libres. Ce qui veut dire aussi l'augmentation des rendements, ça équivaut à une meilleure alimentation. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que les gens mangent mieux, seront davantage en santé et qu'on va assister à un recul de la mortalité. Je ne veux pas dire que les gens deviennent immortels, mais ça veut dire tout simplement que les gens vont mourir un peu plus tard, un peu plus vieux. Ça, c'est vraiment intéressant. Et ça va avoir un impact aussi considérable. Si les hommes et les femmes meurent un peu plus tard, ben, ça veut dire qu'ils auront des familles plus nombreuses. Et qu'une fois qu'on aura mis les enfants au monde, ça veut dire aussi que ces enfants-là auront de meilleures chances de survie. Donc, on va assister à une augmentation de la population. Donc, surplus de production, augmentation de la population, ça nous amène à quoi? Ben, ça nous amène justement à une reprise du commerce. Reprise du commerce parce que là, tout d'un coup, on aura suffisamment de nourriture pour survivre et ça veut dire qu'il y aura des surplus. On va générer des surplus. Une fois que les paysans auront donné une part de leur production à leur seigneur, il y aura des surplus et des surplus qu'on pourra vendre. Et comme je le disais, comme on va pouvoir reprendre d'une certaine façon les échanges de façon plus facile parce que la forêt recule, parce que les agglomérations se rapprochent, mais là, justement, il y aura une reprise du commerce, chose qu'on avait très peu vue durant le haut Moyen Âge, entre les 5e et 10e siècle. Et là, ben, ce qu'on va voir apparaître, ben, ce sont des individus spécialisés dans les échanges. Ce sont ce qu'on appelle des marchands.
Alors ça, c'est donc vraiment des individus spécialisés dans ces domaines-là. Et là, ben, on va commencer à voir, donc entre 1000 et 1300, on va commencer à voir des endroits où l'activité commerciale sera plus importante. Je pense par exemple dans les villes italiennes. En Italie, il y aura cette activité économique très grande. Même chose aussi un peu plus au nord, c'est ce qu'on appelle la Hanse, c'est-à-dire un regroupement, donc ce qui serait à peu près dans des territoires allemands, un regroupement justement d'individus. Et là, ben, il y aura énormément d'échanges, beaucoup d'activités économiques. On va le voir aussi en France, on va le voir aussi en Angleterre à un moindre degré, mais donc il y a une activité économique nettement plus grande qui existe en Europe. Et comme je le disais, ça c'est une chose qu'on n'avait pas vu entre les 5e et 10e siècles. Donc, ce sont des véritables ligues de marchands qui s'organisent entre eux pour organiser pour organiser des grandes foires, pour organiser donc des grands rassemblements commerciaux. Donc, la ville va redevenir remplie de marchands. L'activité économique dans les rues des villes va être nettement plus grande. Et là, on va voir toutes sortes d'individus, comme je disais, spécialisés dans les échanges des marchands, mais on va aussi voir des personnes des gens assis sur des bancs qui sont en train de peser, sous-peser la valeur de tel ou tel métaux, la valeur de telle ou telle pièce d'art, sa teneur, et donc donner une valeur. Et ces gens assis sur des bancs, on va finir par les appeler des banquiers. Donc, ce sont des gens au départ qui étaient là justement pour évaluer la qualité et la valeur des différentes monnaies qui circulent. Donc, on voit qu'il y a une spécialisation. Il y a une activité, comme je le disais, qui est en train de se produire, il y a quelque chose qui est en train de se produire dans les villes. Et ça va avoir un impact, donc sur le plan social, on aura un renouveau sur le plan social, et c'est ce qu'on va appeler le mouvement communal. Le mouvement communal, c'est quoi? Ben, c'est justement, ce sont ces marchands dans les villes qui vont commencer à se regrouper, qui vont commencer à discuter entre eux. Et ce sont ces marchands dans les villes qui vont difficilement accepter le fait qu'ils doivent se soumettre à un seigneur. Je vous rappelle le principe du système seigneurial. Bon, le seigneur, par exemple, euh, euh, un, exigeait un paiement en produits agricoles de leurs paysans en échange de protection. Ben là, les seigneurs, eux, commencent à regarder les marchands dans les villes. S'ils ne me donnent pas de la nourriture, s'ils ne donnent pas une portion des récoltes, ben, faudrait que ces marchands-là donnent un certain montant d'argent aux seigneurs pour pouvoir les satisfaire. Et donc, les marchands des villes commencent à s'organiser, à se structurer. Pourquoi? Commencent à s'organiser et à se structurer pour demander justement de se soustraire à ce système féodal. Et ça, c'est le mouvement communal. Alors, ce sont ces marchands, donc, qui vont habiter les nouveaux quartiers. Ces nouveaux quartiers les nouveaux quartiers, donc qu'on va voir apparaître parce que les villes recommencent à grossir. Ces nouveaux quartiers, on va les appeler des bourgs. Donc, ces habitants-là qui habitent les bourgs, on va les appeler des bourgeois. Et ce sont aussi des artisans. Donc, ce seront ce seront ce seront des tailleurs, ce seront des cordonniers, ce seront des charpentiers, des menuisiers, donc des gens qui travaillent de leurs mains, qui vont se regrouper en corporation ou encore en guildes, donc des espèces de syndicats d'une certaine manière pour défendre leurs intérêts. Alors, ce sont ces nouveaux, justement, ces nouveaux habitants des villes qui vont demander de se soustraire au système seigneurial. Et ça, c'est le mouvement communal, c'est-à-dire le mouvement des villes qui essaie de, justement, ne plus être intégrés dans ce régime seigneurial. Donc, les bourgeois ne veulent plus de l'influence d'un seigneur, donc ils vont se regrouper en communes et vont demander des lois privées. Lois privées, en latin, ça se dit priva lex, donc finalement, on peut parler peut-être justement de privilège ici, le mot origine de là. Donc, on demande des lois privées aux seigneurs afin qu'ils puissent s'administrer eux-mêmes. Et là, ben, une fois qu'on commence, ça commence dans les villes italiennes, on va le voir aussi donc dans les territoires allemands. Une fois que les bourgeois commencent à s'administrer eux-mêmes, ils vont se construire de somptueux hôtels de ville et des hôtels de ville qui seront dominés par une immense tour qu'on appelle un beffroi. Et ces beffrois, ben justement, d'une certaine façon, ça représente toute la force, toute la vigueur de, de l'activité bourgeoise, l'activité marchande dans les villes. Et plus la tour elle est haute, d'une certaine façon, plus ça montre la prospérité de la ville. Donc, c'est très important de comprendre que c'est le mouvement communal. Donc, c'est cette espèce de mouvement de résistance des marchands, de résistance des bourgeois face à l'autorité seigneuriale. Donc, en bout de ligne, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que la ville devient le centre de la résistance au pouvoir seigneurial et on va le voir dans les siècles qui vont suivre. Ce sont vraiment les seigneurs qui vont organiser cette résistance-là.
La ville redevient le centre de la vie économique également, donc comme ce l'était peut-être un peu à l'époque des Romains. Il y avait une immense activité commerciale dans les villes romaines. C'était complètement disparu durant le Haut Moyen Âge. Maintenant, ça redevient justement, la ville redevient le centre de la vie économique et que la ville surtout redevient le cœur de la civilisation, c'est-à-dire qu'on va avoir justement une activité, oui, une activité économique, une activité marchande dans les villes, mais également un retour d'une espèce d'activité intellectuelle. Et ça, c'est très important. Donc, vraiment comprendre de façon claire, nette et précise que des changements sur le plan donc une révolution agricole va avoir autant d'impact sur la vie sociale, la vie intellectuelle du Moyen Âge.